Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission numéro 19, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Cette fois-ci, nous revenons avec 3 films malgré une actualité cinématographique légèrement morne. On va quand même parler justement pop culture, on va bien mettre les mains dedans avec Jurassic World 2, The Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Et puis on va parler de Before We Vanish de Kiyoshi Kurosawa, donc Avant que nous disparaissions, le titre français. Et puis on terminera par Otage à Antebbe, le film de José Padilla. Qui sommes-nous ? Il y a avec nous ce soir, nous sommes au grand complet, Julien Rombaud est là. Bonsoir Julien, comment vas-tu ? Très bien, merci. J'espère que tu as apprécié des films de ce soir. On verra bien. Surprise. Et à ta droite se trouve Manuelas. Manuelas, bonsoir. Salut Olivier, ça va aussi ? Ça va bien, merci. On est très content que tu nous aies envoyé voir le film de Juan Antonio Bayona. J'imagine bien. On espère que ton petit protégé aura survécu aux foudres d'Hollywood. N'est-ce pas Lucien ? Absolument. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Tu as des problèmes parce qu'à Liège, on a décidé qu'on ne passait plus les films espagnol réalisés par des Brésiliens. Ouais, et qu'on passe plus les films espagnols à Hollywood en VO. Donc je n'ai pas vu Otage à Antebbe et j'ai vu Jurassic Park en français. Très bien, justement. Jurassic World. En parlant de Jurassic World, on va commencer tout de suite l'émission en parlant donc de Jurassic World 2 Fallen Kingdom. They're gonna sell them. Not blue. They need it for something else. What is that thing? They made it. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. Welcome to Jurassic World. Donc Jurassic World 2 Fallen Kingdom, c'est le 5e film si on fait le compte de la franchise Jurassic Park maintenant. Le film est réalisé par l'espagnol Juan Antonio Bayona qu'on avait découvert avec L'Orphelinat, puis il avait enchaîné avec The Impossible et on avait parlé, je crois il y a 1 an et demi à peu près, de Monster Calls quelques minutes après minuit en disant grand bien. Le film ici signe le retour après Jurassic World 1 de Bryce Dallas Howard et de Chris Pratt. Il y a aussi Ted Levin qui faisait Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Il y a James Cromwell, Geraldine Chaplin. Et alors, on va juste dire le nom des gens qui ont signé le scénario. Ils s'appellent Derek Connolly et Colin Trevorrow, donc qui avaient déjà réalisé le film précédent, Jurassic World 1. En gros, quelques années après les événements survenus dans Jurassic World, donc une île au large du Costa Rica, on a fait un parc avec des dinosaures. Il y a une éruption volcanique qui menace l'île et donc les dinosaures vont y passer, quoi. Et alors Claire Dearing, donc Bryce Dallas Howard et Owen Grady, Chris Pratt, sont engagés par les héritiers plus ou moins du milliardaire pour aller sauver les espèces en danger. Donc on va sortir 11 dinosaures de l'île du Costa Rica pour aller les mettre ailleurs. Voilà, c'est un peu ça le pitch de départ. Lucien, qu'as-tu pensé de Jurassic World 2 Fallen Kingdom ? Je crois que je vais être plutôt sympa avec le film, malgré beaucoup de défauts visibles. Je l'ai trouvé assez immersif par instant dans la première partie, puis je trouve assez émouvant presque la manière dont on sent que Bayona s'est fait bouffer par la machine, mais on retrouve quand même ces thèmes et des vrais plans de cinéma qu'on peut tout de suite associer à son nom. Je trouve la première partie, c'est du déjà vu. Le film est foutraque sur son propos. Le scénar tient pas debout. Ça se perd dans plusieurs réflexions sur la cause animale qu'on retrouve dans plus ou moins tous les blockbusters récents. Et puis, je trouve qu'il y a plusieurs avec du pur Bayona dans une sorte de manoir gothique avec une petite fille qui se cache sous sa couette avec l'ombre
dinosaure dont j'ai oublié le nom. L'Indoraptor. L'Indoraptor, voilà. Après, le plan est très court et on sent que Bayona n'a pas pu aller jusque là où il voulait aller, mais on retrouve un peu son style dans des plans comme ça. Excuse-moi, je t'interromps, mais je sais pas trop justement où il est allé. Pour moi, le film, pour le coup, est un vrai crève-cœur. Effectivement, il y a quelques beaux plans plastiquement, notamment sur les apparitions des dinosaures, etc., des jeux de reflets, d'ombre, etc., mais ils sont souvent vidés de leur sens. J'avais déjà beaucoup de questionnements sur le fait que Bayona aille sur ce type de blockbuster aussi verrouillé, et puis aussi sur une suite d'un film déjà tout pourri à la base. Le scénario est foutraque, cousu de fil blanc, proche de la série Z par moment, par des ressorts dramatiques. T'as notamment un personnage, t'as l'impression d'un Z-Rital, quoi, pour ça. C'est un film qui est miné dès le départ. Il se retape le casting d'origine, qui honnêtement, Chris Pratt. Là, pour moi, j'ai pas l'impression de voir quelqu'un jouer. Je vois quelqu'un qui minaude, comme Rise à la Soar. Et puis, au-delà des acteurs, les dinos, c'est une catastrophe. T'as le retour déjà de truc qui a été amorcé dans le précédent, la relation avec Blue, qui tient plus du sidekick comique avec le personnage de Chris Pratt. C'est clair que le traitement de Blue et la relation entre Chris Pratt et ça et Blue est assez gênante, hein, ça on est d'accord, je crois. T'as carrément un moment où tu le vois en train de pleurer dans d'un gros plan, tu te dis non mais c'est quoi, même je pense dans la saga Beethoven, ils ont pas osé faire des trucs comme ça. T'as une séquence où il renifle du gaz dans un laboratoire et il saute pour éviter comme ça l'explosion à l'arrière-plan, tu te dis non mais c'est dans quel film je suis. Moi honnêtement j'aurais vu ça dans un film de Michael Bay, dans un Transformers, ça m'aurait fait rire. Chez Bayona ça me pose problème, et je trouve que par moment une des rares, t'as la séquence effectivement de la petite gamine qui se réfugie dans sa chambre, tient plutôt la route. T'as une belle séquence que je sauverais, qui est le départ de l'île avec l'extinction des dinosaures. J'allais venir sur tous ces points-là, mais moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui a fonctionné sur moi, peut-être justement le côté rappel à l'enfance. Mais vous voulez qu'on parle ou on vous laisse faire la causette tous les deux Julien. Oui, alors je vais rejoindre Lucien juste pour le tout début du film, où j'ai espéré bien mieux que ce que j'en ai vu ensuite. Vous l'avez déjà dit, je vais le répéter en 2 secondes, le film tient sur 3 lignes de scénario, j'ai l'impression, c'est très pauvre. Et en même temps, dans son début un peu tape à l'œil, un peu kitsch, un peu revival, rappel de ce qu'on a déjà vécu, même si c'est du réchauffé, il y avait quelque chose d'un peu intéressant, je trouve, parce que ça reste impressionnant, cette île de dinosaures, ce truc et cette extinction dont tu parlais. Il y a un plan très équivoque dans le début qui annonce ce qui va arriver après, cette manière de je vous ai montré ce que vous aviez vu dans les précédents, maintenant je vais passer à autre chose. T'as un plan où t'as de la lave qui vient effacer la portière de la Jeep des premiers Jurassic Park. En tout cas, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est qu'après cette espèce de paroxysme qui arrive quand même assez tôt dans le film, il se passe plus grand chose. Je trouvais ça très hystérique, très criant, très assourdissant. Et ensuite, tu l'as dit Manu, dans le traitement des personnages inexistants ou presque, ils sont caricaturaux, le jeune Black est caricatural, la gonzesse est caricaturale. Enfin bon, on se retrouve avec un micmac de gens qui n'existent pas. Et avec une systématique dans les scènes d'action, ce truc de gens qui essaient de s'échapper avant de se faire bouffer le cul, et finalement à la dernière seconde il se passe quelque chose. Enfin, je suis jamais surpris, alors que on pourrait retomber en enfance comme tu dis Lucien et se marrer un peu, au moins avoir cette émotion, mais je trouve que c'est plombé par un non-traitement des personnages. Et un traitement foutraque des propos, mais c'est un truc qui est assez typique et qu'on sentait fort dans l'opus précédent. Le fait que Trevorrow et Chris Ulla n'est pas étonnant dans ce sens-là, que ça se réfère à tout et à n'importe quoi. Mais à certains moments, moi je me suis même demandé si tout ça n'était pas volontaire. Mais bon voilà, je passais la parole à Oli. Je vous trouve quand même super gentil, parce que moi j'ai trouvé que c'était un film atroce. Moi je trouve que c'est vraiment un film qui veut du mal à l'humanité, quoi. J'avais l'impression de voir les jeux romains, c'est-à-dire que vous savez quand les Romains étaient en décadence, il y avait une surenchère dans les jeux du cirque, où on a ramené des animaux, on est tripé de plus en plus. J'avais l'impression de voir ça, de voir une espèce de cinéma décadent, où on te fout de 300 millions de patates à la gueule, alors que le scénario
scénario est pire que la pire série Z italienne des années 80, et encore c'était rigolo parce que ça coûtait 3 francs 6 sous et c'est ça qui était drôle, mais là ça devient obscène. C'est un porno avec des dinosaures, ce film. Toutes les scènes qui sont pas des dinosaures sont hyper mal jouées, hyper nulles, hyper pauvres en enjeu, on dirait vraiment un porno. Vraiment j'ai été choqué en fait par ce film, vraiment. Après en effet il y a 2-3 trucs qui fonctionnent au niveau de la mise en scène, au niveau de certains plans, certaines apparitions, surtout dans la première partie, je suis d'accord avec vous. Mais alors il y a des trucs dans la mise en scène de la deuxième partie, non mais la vente aux enchères, c'est juste pas possible. Vraiment, au niveau de la mise en scène et au niveau de l'écriture, c'est vraiment un sketch. Je veux dire, c'est pire que les scénarios d'Alan Quatermain et les Mines du Roi Salomon, quoi. C'est vraiment à chier, quoi. Après, il y a 2-3 trucs qui fonctionnent dans la première partie, et même au tout début, il y a quand même un truc qui se passe au tout début du film. T'as une action sur Terre et une action en mer qui sont coordonnées, et il y a des choses qui se passent entre les deux. Je me dis, waouh, quand même. Moi j'étais touché, j'aimais cette première séquence, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'elle existait ensuite dans le film, parce que l'espèce de monstre marin, on ou de la dinosaure voit marin, tout à la fin et c'est pour annoncer le film prochain, quoi. ouais d'accord, mais enfin c'est vrai qu'en termes de scénario justement, c'est clair le traitement de cet animal marin ne sert à, il n'existe plus jamais. De toute façon déjà c'était la logique et il essayait un petit peu de la mettre en abîme dans le précédent, les gens sont plus impressionnés par ça, donc il faut en mettre plus, beaucoup plus. Et la logique, c'est un serpent qui se mord la queue. Prenez juste au moins le temps de raconter quelque chose. Tout ce qui tourne autour de la notion de clonage et qui dépasserait juste le cadre des dinosaures, elle pourrait être intéressante dans le champ de la science-fiction. C'est pas traité du tout. C'est pas traité, non. Et puis ce qui est gênant aussi, c'est le caméo, le cachetonnage de Jeff Goldblum, quoi. Et alors. Ouais, mais à ce stade-là, c'est pas le truc qui me. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, il y a tellement de problèmes autres. Ils ont mis une étiquette devant le personnage en mettant Professeur Malcolm, parce qu'ils se sont même pas fait chier à faire un personnage qui soit cohérent avec le Professeur Malcolm du film de 93. Enfin bon, bref. Très bien, on va enchaîner tout de suite avec tout à fait autre chose, le film de Kiyoshi Kurosawa, Avant que nous ne disparaissions. あなたの身にも危険が迫っているんですよ。この時期全面戦争ですか。まともに戦える相手ならいいんですが。目的は地球の侵略。 Avant que nous disparaissions, c'est le nouveau film le dernier sorti en Belgique, le film de Kiyoshi Kurosawa qui est très prolifique. Un réalisateur japonais qui a été révélé sur la scène internationale à la fin des années 90 avec Cure, Charisma et le très très flippant Kairo. Depuis, il a été un peu anobli, il est passé justement de la pop culture au cinéma d'auteur, on pourrait dire. Donc, ce film-là. Avant que nous disparaissions. Ça commence sur un trentenaire qui a l'air comme victime d'une étrange amnésie qui s'appelle Shinji. Et en fait, du coup, il se retrouve à la charge de sa femme, Narumi, qui est pas ravie parce que le couple va plus très bien. Et elle se branche plutôt sur son boulot d'illustratrice. Et parallèlement à ça, il y a un journaliste qui s'appelle Sakurai qui flaire le scoop autour d'une famille assassinée. Et là, autour de la maison de cette famille, il rencontre un jeune homme étrange qui lui dit « Je suis un extraterrestre et on est plus ou moins en repérage sur Terre parce que bientôt il va y avoir une invasion. » La jeune femme qui est l'héroïne du film est incarnée par Masami Nagasawa, Shinji est incarné par Ryuhei Matsuda et Sakurai, le journaliste, par Hiroki Hasegawa. Julien, qu'as-tu pensé du film de Kiyoshi Kurosawa ? Quel étrange film. Alors, avant que nous disparaissions des ondes et avant que je fasse mon analyse de ce film, je n'ai vu aucun Kiyoshi Kurosawa avant. Je crois que ça peut être important, en tout cas. Bon, tout d'abord, j'ai vu 1 heure de film assez pénible où j'ai pas mal souffert, où je trouvais ça très lent, très sec, très distancié dans le jeu. On parle sur l'affiche d'un humour beckettien. J'ai souri 2 fois peut-être, je trouve pas ça drôle pour un bal, mais je comprends que ça puisse faire rire. Et formellement, à part la première séquence, je parle vraiment là des 2 tiers du film, à part la première séquence de meurtre, je trouve ça assez pauvre. Et pourtant, je trouve que dans son dernier tiers de film, et
dans la longueur de l'objet, il arrive à me toucher parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et qu'il y a une espèce de naïveté, de pureté qui s'empare du film à partir de la scène de l'hôpital, je dirais. À partir de là, il y a une étrangeté. L'étrangeté qu'il a essayé d'injecter depuis le début m'envoûte, m'emporte, et je suis avec les personnages. Je trouve ça beaucoup plus clair, beaucoup plus concret, et je suis touché en fait. Je suis touché par ce qui se raconte, par ce qui se dit, par ce qui est joué. Voilà, parce que enfin, je crois que c'est pour ça que ça m'a plu, parce qu'enfin les extraterrestres ou les aliens se laissent contaminer quelque part par le monde humain, et en tout cas, il y a une part d'ambiguïté dans leur comportement, et ils sont dans des enjeux humains en fait. Je suis assez d'accord avec Julien sur la structure du film. Pour prendre exemple sur le précédent film dont on a parlé, tout au long du film, je me disais putain, qu'est-ce que c'est nul, mais je me marre. Et là, c'était juste l'exact opposé, c'est-à-dire je voyais plein de bonnes choses, mais sur la première heure, j'avais un problème de distanciation, en effet. En plus, avec je trouve dans la première partie, Kurosawa Kiyoshi est un cinéaste qui va souvent dans le fantastique, chercher l'intime. C'est un cinéaste que je trouve assez intimiste. Et c'est ce qui me dérange dans ce film-là, c'est toute la première partie qui est très intimiste. Il y a certains trucs qui peuvent être touchants, entre autres dans une sorte de relation de couple qui n'en est plus vraiment un, mais enfin qui est en mutation, qui fonctionne pas trop mal. Mais je trouve que ça devient vraiment intéressant et vraiment touchant et prenant à partir du moment où d'abord il y a une intrigue un peu véritable qui s'installe, et à partir du moment où le film prend une ampleur sociétale, ne se restreint plus à 4 ou 5 personnages. Je trouve la fin très belle, ces espèces d'aliens un peu burlesques. Je trouve aussi que c'est une chouette proposition. Bon, on voit jamais ça, on voit rarement ça en tout cas. Très bien. Eh bien, moi j'ai été complètement cueilli par le film. J'ai trouvé que c'était un super beau film. Tu disais, ouais, c'est peut-être bien que j'ai pas vu de film de Kiyoshi Kurosawa. Je suis pas si sûr. Parce que moi, justement, ayant vu des films de Kurosawa, je me dis, oh, ça va être un espèce de fantastique un peu éthéré, un peu lent. Et en fait, on se retrouve avec une espèce de comédie fantastique, en fait. J'étais complètement cueilli dès le début, en fait. Parce que le pré-générique, moi j'ai trouvé le pré-générique génial. Je te coupe, je fais juste. Mais moi, ça m'a perturbé sur l'entrée du film, parce qu'en effet, le pré-générique est génial et vend quelque chose qui n'arrive que 1h10 après. Et donc, il y a toute une partie au niveau rythme, il y a une retombée directe comme ça, et alors on est un peu perdu. Oui, vous êtes en tout cas tous les deux d'accord pour dire ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que la présentation des personnages est vraiment très bonne. Je suis tout de suite en empathie avec cette fille Narumi. En plus, je trouve l'actrice géniale. Tu disais que c'était mis en scène de manière assez plate, je trouve pas du tout. C'est presque quasiment que des plans séquences en fait ce film. C'est les chorégraphies des comédiens qui dynamisent sans arrêt le cadre, la manière dont ils utilisent le décor, la rencontre entre le journaliste et l'extraterrestre autour du camion, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout un travail chorégraphique qui remet tout le temps constamment les enjeux en scène. Il fait ça tout le long du film. Moi je trouve aussi dans la première partie il y a une très belle séquence avec la sœur de Narumi justement qui est très belle, où juste en un gros plan il saisit sur du fantastique et en fait cette mise en scène autour de ces longs plans séquences, elle permet que le fantastique s'immisce dans le quotidien, mais l'air de rien. Et après, il fait des trucs énormes avec ça. La scène de la salle d'attente dans l'hôpital, c'est le même dispositif en fait. Et il te fait même un espèce de remake, on va pas trop spoiler, mais de la mort aux trousses à la fin. C'est le même dispositif et c'est complètement dingue. Ça prend une dimension que tu n'attendais pas dans le film. Et tout ça, en fait, à quel point le spectaculaire et le fantastique s'immiscent dans le quotidien, c'est aussi nourri de cette première partie, je trouve. En effet, le fait que la seconde partie ou le dernier tiers, je sais pas exactement, soit aussi fort à ce niveau-là, c'est probablement lié au fait que la première partie ait posé les bases, ça c'est sûr. N'empêche qu'il peut subsister un ennui dans cette première partie. Mais moi je trouve que, allez, c'est pas un film parfait, mais tous les films devraient être au moins aussi bons que ça. C'est-à-dire que le film développe les arcs des personnages, ils ont des vrais enjeux. Il y a un vrai thème qui est développé par rapport à la société moderne, il y a une espèce de discours. C'est pas hyper malin, c'est clair, c'est un peu une fable. Mais n'empêche que c'est là, que c'est incarné, qu'à la fin il te fait des super belles choses. La manière dont il filme, entre guillemets, la petite apocalypse, sans vouloir trop spoiler, mais le choix qu'il fait à ce moment-là, c'est super beau. Non, après, je suis d'accord avec vous que le film peut avoir des... Je disais, c'est pas un film parfait. En effet, il peut y avoir des problèmes de rythme, il y a un double épilogue, c'est pas nécessaire, on aurait pu faire ça en une seule scène. Bon, très bien, on va passer. En tout cas, c'est un film singulier, et c'est un film que si je ne défends pas à bras le corps, j'ai envie de le revoir. Et ça t'a donné envie de voir d'autres films de Kiyoshi Kurosawa? Ça m'a... bof.
Oui, ça m'a donné envie de voir d'autres films de Kurosawa. On regardera Kairo ensemble et je te tiendrai la main, t'inquiète pas. Et moi, je sécherai tes larmes de sang. Très bien, puisque Manu s'ennuie, on va enchaîner avec Otage à Antebes, le film de José Padilla. Everybody, this is a hijack situation! No! We've got weapons and bombs. If you try anything, you will die. We call upon revolutionary movements everywhere to focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle. Welcome to Entebbe, Uganda. The Germans separated the Jews. We have to act. There can be no negotiations with terrorists. Otage à Antebbe ou 7 Days in Entebbe, c'est le nouveau film de José Padilla, donc réalisateur brésilien qui avait signé notamment Tropa de Elite 1 et 2, puis qui avait été débauché aux États-Unis pour faire un remake de Robocop, avant de se rabattre sur le petit écran et notamment aux commandes de la série Narcos. Son nouveau film met en scène Daniel Brühl, l'acteur allemand, Rosamund Pike et Denis Ménochet, voilà l'acteur français Cocorico. C'est inspiré d'événements réels. Fin juin 1976, un avion d'Air France est détourné par 2 terroristes allemands de la RAF et 2 terroristes palestiniens du Front Populaire de Libération de la Palestine. Après avoir fait escale en Libye, l'avion se pose à Entebbe, en Ouganda, sous la protection du général Idi Amin Dada. L'opération de sauvetage des passagers, donc majoritairement israéliens, sera longtemps considérée comme une réussite brillante de l'armée israélienne. Eh bien, on va commencer avec Manu. Manu, qu'as-tu pensé du film de José Padilla ? C'est quand même vachement moins bien que Delta Force, mais non, plus sérieusement, je trouve que c'est le grand retour du Padilla Tropa de Elite. C'est vraiment... Tu retrouves cette maîtrise du récit choral qu'il avait, qui n'est pas dilué dans des enjeux de séries TV, parce que je suis loin de partager l'enthousiasme sur des séries comme Narcos et Au Mecanismo récemment là, sur Netflix. Moi je trouve que c'est un film qui, dès le départ, échappe au piège du biopic qu'on pourrait attendre, qui, dès sa séquence d'intro, qui opte pour un parti pris mise en scène symbolique ultra fort, qui va tenir tout du long, qui va structurer le récit et qui va éclater dans une séquence finale d'action assez marquante. C'est un film qui multiplie les points de vue, qui cultive la complexité en multipliant les points de vue des différents personnages, que ce soit des otages, des terroristes, des Palestiniens, des militaires israéliens et des soldats, les dissensions internes autour de tous ces gens-là. Voilà, je trouve que c'est un film hyper anxiogène qui m'a rappelé par bien des aspects le Munich de Spielberg, avec lequel il entretient de nombreux points communs. C'est un film vraiment qui questionne sur quelque chose qui résonne encore énormément dans l'actualité aujourd'hui. Très bien, je ne vais malheureusement pas rejoindre ton enthousiasme. Je trouve que c'est un bon film. C'est un film qui, surtout comme tu disais, au niveau choral, c'est-à-dire que je trouve que presque tous les personnages sont assez bien brossés, et surtout c'est un film qui évite tout manichéisme parce qu'ils ont tous une certaine profondeur, ils ont tous leurs raisons, leur passé, ils existent tous, et donc enfin voilà, à ce niveau-là, je trouve que ça fonctionne très bien dans la galerie de personnages. Je trouve aussi qu'il y a une photo super belle et que la séquence finale d'action est en effet, comme tu le disais, assez marquante. Moi, j'ai un problème avec déjà les scènes politiques que je trouve, je sais pas, j'y crois pas. Quand tu parles de scènes politiques, tu parles de quoi ? Les scènes qui opposent Shimon Peres et Yitzhak Rabin, ou les scènes où il y a l'exposition de l'opération militaire face à Shimon Peres et comment Shimon Peres va doubler quelque part Yitzhak Rabin. Toute cette intrigue politique, j'avais pas de prise là-dessus et j'avais vraiment, ça me sortait vraiment du récit. Je trouve que l'acteur qui fait Shimon Peres, qu'on a vu très bon dans des films de Mike Lee, ici je le trouvais très mauvais. Marsan, ouais. Ouais, je pense, ouais. Par contre, il y a des scènes super avec Daniel Brühl, moi je l'ai trouvé très bien, hein. Il y a des scènes super avec lui et Denis Ménochet là sur le toit, etc. Il y a des scènes qui sont vraiment très chouettes, mais toujours plutôt du côté des otages. Et après, par rapport à l'allégorie qui court tout le long du récit, en effet, la manière dont le spectacle de danse contemporaine apporte au récit, je trouve que parfois ça fonctionne bien notamment dans le crescendo final avec la montée de tension. Il y a 2-3 analogies que tu peux faire entre la chorégraphie et le récit, mais au final, je trouve ça un peu artificiel. En fait, quand je sors du film, je me demande un peu où José Padilla veut en venir, en fait. J'ai l'impression de voir une très très bonne illustration des faits, mais j'ai du mal à avoir de l'empathie, et j'ai du mal à voir ce qu'il a apporté par rapport à cette histoire-là, en fait. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour le coup, moi, je crois aux scènes politiques, entre
Pérez, etc. Voilà, elles m'ont pas du tout dérangé. Je trouve même qu'il y a justement dans cette choralité un mix assez intéressant entre ces coulisses politiques et puis les scènes dites entre les otages et les terroristes. Mais là où on se rejoint, Olive, c'est plutôt dans la question de... Voilà, j'ai l'impression de voir une belle reconstitution, mais je dépasse pas assez le point de vue informatif sur la chose. Je te laisserai répondre après. Moi, ça les questionne tout le temps, constamment, par les enjeux qui portent les personnages, par le passé des personnages, par tout ce qui meut les personnages et la manière dont ils questionnent le fait de leur engagement, de ce qu'ils font et sur quel socle ça repose. Je trouve qu'il y a un très bel échange à ce niveau-là qui est révélateur dans le film entre un des soldats d'élite de l'armée israélienne et sa compagne qui est danseuse, qui lui dit je fais ce métier-là pour que tu puisses danser. Elle lui dit et si moi j'arrêtais de danser. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis, dans la dualité des personnages et dans leur passé. Par contre, en fait, ce qui m'ennuie... C'est là où je disais que tous les personnages ont une certaine profondeur. Oui, je trouve que le réal n'est pas du tout lourd avec la psychologie, loin de là. Mais quand même, les Allemands, je trouve quand même qu'ils sont un peu héroïsés, un peu dans ce pacifisme qu'on leur donne, etc., qui me gêne un petit peu, en fait. J'ai l'impression qu'on essaye tellement de leur donner de bonnes raisons que... Je trouve pas que tu leur donnes de bonnes raisons. Le personnage de Brigitte Kuhlmann, qui est interprété par Rosamund Pike, je sais pas quelle héroïsation t'as de ce personnage-là. Le seul moment où elle comprend les choses, c'est quand elle semble grosso modo dans la folie. Il n'y a pas d'héroïsation de ces personnages-là. Ouais, oui, j'entends, mais je parlais de la scène avec le technicien français, où je trouve que là, on est dans quelque chose avec une belle photo, un beau soleil, etc. Ils sont sur le toit, si je me trompe pas, où là, je trouve, et voilà, c'est mon point de vue, que ce terroriste allemand est un peu idéalisé, avec des beaux et grands principes. Il n'est pas idéalisé parce que Ménochet lui renvoie à la gueule le pragmatisme de son métier et lui, l'idéologie qui le porte. Je trouve qu'il aura pour le coup, il en prend plein la gueule dans cette séquence-là. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il a l'air d'un ado un peu en crise. En tout cas, sur cette fin de film qui est assez belle, ça me pose question. Je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu en train... mais je la trouve belle, je réaffirme ça, mais d'esthétiser un petit peu la violence et le meurtre de cette attaque de Shred, en fait. C'est plutôt une question que je pose. La manière dont ils sont exécutés, je trouve que justement on est dans un traitement plutôt réaliste de ça et pas du tout avec héroïsme ou tu disais. Mais je parle d'esthétique à partir du moment où ces images sont mixées avec ce fameux ballet, etc. C'est de ça dont je parle. Non, mais pour le coup, tu as une vraie proposition de cinéma. Je suis d'accord. Dès le départ, il t'a posé en intro le parti pris symbolique qu'il a développé tout au long du film, cette présence de l'individu au sein du groupe. Et je trouve pour le coup, ça a abouti à une séquence qui est réellement spectaculaire, satisfaisante en termes de cinéma à la fin. Là, il y a vraiment une volonté d'aller vers quelque chose qui est tourné vers le grand public et qui ne renie pas des vérités expérimentales. Mais est-ce que c'est un film magnien ? Par moments, ouais. Il y a certains moments de flottement, de décision des personnages. La manière dont on parlait, je pensais à Mad. Donc ça m'a évidemment donné envie de le voir. Je vais me déplacer. Bon, très bien. Bien sûr, ce débat passionné, nous allons ensuite passer au conseil. Merci. Très bien, donc on va passer au conseil. Manu, qu'as-tu à nous conseiller ? Eh ben, vu qu'on a cassé du sucre sur Bayona pour un film qui en valait pas la peine, je vous conseille de revoir tous les films de Bayona, L'Orphelinat, The Impossible et Quelques minutes après minuit, et aussi de jeter un coup d'œil aux 2 épisodes qu'il avait réalisés sur la série Penny Dreadful. Je vais vous conseiller un documentaire qui a été diffusé sur Netflix en 3 parties, qui s'appelle Fluctuam Mergitur, consacré aux attentats du 13 novembre 2015, signé par 2 frères documentaristes, les frères Naudet. C'est loin d'être un film polémiste, plutôt un récit à hauteur humaine des pluriels des différents protagonistes de cette soirée, que ce soit les pompiers, policiers, médecins, mais surtout les survivants, du petit Cambodge, la belle équipe, jusqu'au Bataclan. C'est quelque chose qui est loin du sensationnalisme des chaînes de télé en continu qu'on a connu à ce moment-là. C'est, je pense, important d'entendre une parole déconnectée un petit peu de l'actualité, et je trouve qu'ils arrivent à la capter plutôt assez admirablement.
Ben, ça, c'est dingue parce qu'il y a quelques heures avant l'enregistrement, j'ai regardé le premier épisode. Un peu par hasard en me disant, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc et oui, en effet, j'ai vu la première, je crois que c'est en 2 volets, c'est ça? C'est en 3 volets. Le premier volet étant consacré grosso modo au Stade de France, le deuxième se concentre sur les bars et le troisième sur le Bataclan. Et comme tu dis, j'ai trouvé ça assez fin, assez touchant et pas polémiste et pas... Ils auraient pu carrément faire abstraction des 2-3 passages d'officiels où on a un peu de Cazeneuve, un peu d'Hollande et un peu d'Hidalgo et qui sont distillés de manière vraiment minime dans le récit et qui sont pas très intéressants, qui restent dans une posture politicienne. Mais après, tous les récits de... Et encore, je suis d'accord sur... Les protagonistes sont vraiment... Mais je trouvais les interventions d'Hollande même plutôt intéressantes. Je trouvais de voir l'envers du décor d'un point de vue purement instanté, quoi. C'est vrai que les 2 autres, beaucoup moins. Très bien, nous allons enchaîner avec Monsieur Julien Rombaud. Qu'as-tu à nous conseiller ? Eh bien, vu que mon actualité théâtrale m'emmène vers Rainer Werner Fassbinder, je voudrais vous conseiller de voir notamment les films et principalement Les larmes amères de Petra von Kant, qui est sorti en 78 si je ne m'abuse. Fassbinder qui était complètement dingue et qui est mort à 37 ans en ayant réalisé 40 films et écrit et mis en scène une trentaine de pièces du théâtre avec son groupe Anti-Théâteur. Donc Les larmes amères de Petra von Kant qui allie une grande cruauté avec beaucoup de guimauve et une violence. Voilà, il s'inspire notamment des mélodrames de Douglas Sirk, mais avec beaucoup d'ironie qu'il injecte pour arriver à quelque chose de... Voilà, il monte ses films comme des pièces et il met en scène ses pièces comme des films, c'est ce qu'il disait en tout cas. Et on a quelque chose de voilà, très, très, très théâtral et en même temps naturaliste. Et puis une radicalité, une violence et en même temps quelque chose de très naturel. Enfin bon, je trouve ça très beau. À voir. Moi, comme Julien, je suis pas non plus dans l'actualité, mais je vais vous conseiller 2 films que j'aime bien et dont je me suis rappelé à la sortie du film que j'ai préféré ce soir, donc le film de Kiyoshi Kurosawa. Donc, une série de films sur des extraterrestres qui débarquent sur Terre, mais traités d'une manière comique ou alors mélodramatique, comme par exemple Starman de John Carpenter en 84, où là c'est un extraterrestre qui prend l'apparence du défunt mari d'une jeune femme qui est jouée par Karen Allen. Et puis ensuite, le film devient une espèce de road movie, mais on a cette relation qui se noue amoureuse entre donc un homme et une femme et un homme extraterrestre, comme dans le film de Kiyoshi Kurosawa. Et il y a aussi un film qui est moins connu, qui est un film coréen, Save the Green Planet. C'est un film coréen de 2003 qui a été réalisé par un type qu'on a un peu perdu de vue depuis, qui s'appelle Jang Joon-wan. Ça est sorti en direct ou DVD en France. J'ai eu la chance de le voir, je crois que c'était au BIF, au Festival du film fantastique de Bruxelles. Et là, c'est un peu donc le contre-pied du film de Kiyoshi Kurosawa, parce que c'est l'histoire d'un type qui est marginal, on le croit un peu fou, qui croit que des extraterrestres vont débarquer et s'apprête à envahir la Terre. Et que le chef de ces extraterrestres est incognito sur Terre, qui s'est déguisé en PDG hyper riche et hyper connu. Donc ce marginal décide de kidnapper ce PDG pour empêcher l'invasion extraterrestre. C'est un film assez dingue, assez punk, avec notamment une séquence autour d'un pot de miel qui est assez géniale. Et en même temps, c'est un peu le même fond que le film de Kurosawa. C'est une invasion extraterrestre qui est là pour dire à quel point, pour être une espèce de critique en sous-main, une espèce de critique de la société contemporaine. Comme Invasion Los Angeles de Carpenter, quoi. Aussi, tiens, revoyez aussi Invasion Los Angeles de Carpenter. On ne le voit jamais assez. Lucien. Ouais, ça faisait des mois que je m'étais dit que j'allais vous conseiller la saison 3 de Leftovers, la saison finale de The Leftovers, écrite par Lindelof. Ce génie. Le scénariste de Prometheus. Prometheus, je pense la plus grosse épine dans le pied de Prometheus, ça s'appelle Ridley Scott. Je pense que ça s'appelle l'idée. C'est d'accord. Le côté théologique de cette, qui donne des réponses assez claires et théologiques à l'ouverture qu'il y avait dans les 2 premières, aux ouvertures qu'il y a dans les 2 premières saisons de Leftovers.
m'ont laissé sur ma faim et donc je ne conseille pas cette saison. Donc je vais me greffer avec Manu par pure fainéantise comme je l'avais fait dans la précédente émission et conseiller donc ce documentaire dont il vous a brillamment parlé. Très bien, merci messieurs pour ces bons conseils, merci pour cette belle émission et on essaiera de se retrouver tous ensemble cet été, au cours de l'été. On va se fixer une petite date pour vous parler des films de l'été et on vous dit à très bientôt.